En 1945, la chute du régime nazi marqua le destin de ceux qui avaient été liés au pouvoir. Tandis que les principaux dirigeants faisaient face à des procès, des captures ou la mort, leurs épouses se retrouvèrent dans une position incertaine. Pendant des années, elles avaient vécu sous la protection du parti, certaines dans un rôle discret et d'autres participant activement à la structure du régime. À la fin du conflit, beaucoup furent arrêtés et interrogés pour leurs liens avec des figures clés du nazisme. Certaines tentèrent de disparaître, d'autres cherchèrent à défendre la mémoire de leurs maris et plusieurs affrontèrent des processus de dénazification. Il y eut celles qui réussirent à refaire leur vie dans l'anonymat, tandis que d'autres restèrent marquées par le rejet et la précarité. Que s'est-il passé avec les épouses des dirigeants nazis après l'effondrement du régime et qui étaient certaines d'entre elles? Eva Braun, l'ombre aux côtés d'Hitler. On a toujours affirmé que derrière chaque homme influent se trouve une femme remarquable. Mais que se passe-t-il lorsque cet homme est quelqu'un comme Adolf Hitler, une figure associée au mal absolu? Dans ce cas, la femme en question est Eva Braun. Née le 6 février 1912, Eva jouissait d'une enfance tranquille, passionnée par le sport et par les histoires de l'Ouest. Cependant, son destin changea radicalement en octobre 1929. Elle travaillait alors dans le studio du photographe Heinrich Hoffmann, qui était également chargé de photographier Hitler. Il était courant que le dirigeant nazi visite le local pour rencontrer son ami, et à l'une de ces occasions, peu de semaines après qu'elle eut commencé cet emploi, il la remarqua. Dans une lettre envoyée à un proche, Braun mentionna qu'elle percevait Hitler comme un homme plus âgé, il approchait alors la quarantaine, avec une moustache particulière. Il utilisait toujours un ton affable en s'adressant aux femmes, et avec une simple invitation à l'opéra, commença le lien entre eux. Avant d'avancer dans la relation, Hitler mena une enquête sur les ancêtres d'Eva pour s'assurer qu'elle n'avait pas d'ascendance juive. La relation entre eux ne se déroula pas sans difficulté. Braun traversa des moments d'angoisse qui reflétaient la complexité de sa situation. En 1932, tandis qu'Hitler était plongé dans une campagne électorale épuisante et passait une grande partie de son temps à voyager, elle se sentit complètement ignorée. Dans un effort pour qu'il remarque son malaise, elle prit une décision drastique qui inquiéta son entourage. Quelques années plus tard, en 1935, lorsqu'Hitler contrôlait déjà l'Allemagne, elle fit face à une nouvelle crise émotionnelle. L'absence constante de son partenaire et le manque de réponse à ses plaintes la poussèrent à prendre des mesures extrêmes. À une occasion, elle l'avertit que, si elle n'obtenait pas de réponse avant 10 heures du soir, elle ferait quelque chose d'irréversible. Malgré ces faits, la situation d'Eva au sein du cercle proche d'Hitler ne changea pas significativement. Peu de personnes connaissaient sa relation avec lui, ce qui la maintenait en second plan. Bien que les femmes n'aient pas eu un rôle central dans la direction du régime nazi, elles étaient cruciales dans ses politiques. Certaines figures féminines au sein du nazisme furent déterminantes, comme Magda Goebbels, épouse du ministre de la Propagande, Hanna Reitsch, aviatrice qui demanda l'autorisation à Hitler d'utiliser des pilotes suicides contre l'avancée soviétique, ou Gertrude Scholz-Klink, qui dirigeait l'organisation féminine du parti nazi et voulait la transformer en une force de combat. Mais quelle place occupait Eva Braun? Selon l'historienne Heike Gertemaker, loin d'être seulement un refuge émotionnel pour Hitler, elle partageait pleinement sa vision politique et ses idéaux. Le début de la guerre transforma complètement la vie d'Eva Braun dans la résidence de Berghof, située dans les montagnes d'Obersalzberg et connue comme la tanière du loup. En 1941, cet endroit devint le quartier général, où se planifiaient les stratégies militaires du conflit. Avec le temps, les visites d'officiers devinrent plus fréquentes et l'intimité disparut. Hitler consacrait de longues périodes à superviser les fronts de bataille et à diriger les offensives. Eva espérait qu'après la défaite du communisme et un accord avec l'Angleterre, la paix reviendrait, comme elle l'exprima dans diverses lettres, où elle aspirait à la fin de la confrontation et au retour à une période de stabilité
permettant à l'Allemagne de poursuivre son développement culturel. Pendant 1942, la présence d'Hitler à Obersalzberg devenait de moins en moins habituelle. Dans les moments où il revenait, Eva s'occupait de le photographier et de créer une ambiance accueillante. Elle ne supportait pas la distance imposée par le conflit, ce qu'elle refléta dans son journal. Le climat est merveilleux et moi, qui suis aux côtés de l'homme le plus important d'Allemagne, je dois rester à la maison, regardant vers l'extérieur. Dans une autre note, elle exprima son angoisse face au manque de contact. Mon Dieu, s'il pouvait au moins répondre un seul mot en 3 mois d'absence. Dans les écrits de Goebbels, le 25 juin 1943, il est mentionné qu'Eva possédait une grande culture, montrait de l'intelligence dans les sujets artistiques et représentait un solide soutien pour le Führer. La situation militaire pour l'Allemagne se détériorait rapidement. Hitler montrait également un évident épuisement physique, ce qui poussa Eva Braun à rédiger un testament comprenant que le dénouement était proche. Le 16 janvier 1945, le Führer se retira dans son refuge souterrain à Berlin et Eva le suivit. Tandis que l'armée soviétique avançait vers la capitale, Eva se préparait avec les secrétaires, s'entraînant quotidiennement au maniement des armes, selon ce qu'elle relata dans une de ses lettres. « Nous tirons tous les jours et avons atteint un tel niveau que nul homme n'oserait nous défier. » Avec la guerre déjà perdue, Hitler ordonna que tous, y compris Goebbels et Eva Braun, quittent le bunker et trouvent un endroit sûr. Mais tous deux décidèrent de rester à ses côtés. Avant que tout ne prenne fin, il ordonna la destruction de documents, bien que certaines pages du journal d'Eva furent récupérées par les forces américaines. Hitler prépara son testament personnel et le 29 avril 1945, formalisa son union avec Eva lors d'une cérémonie simple devant les quelques personnes qui restaient encore dans le refuge. Pour la cérémonie, une bague fut improvisée, mais la taille ne correspondait pas à celle de sa main. Le 30 avril 1945, tous deux entrèrent dans la chambre du Führer. Par la suite, les assistants du bunker transportèrent leur corps à l'extérieur de la chancellerie où ils furent incinérés. Lorsque les troupes soviétiques envahirent Berlin et fouillèrent le bunker, elles trouvèrent les restes partiellement calcinés, qui furent enterrés en secret avec ceux de Joseph et Magda Goebbels, ainsi que leurs 6 enfants, dans les installations du Smersh, l'organisme de contre-espionnage de l'Union soviétique à Magdebourg, en Allemagne de l'Est. Le 4 avril 1970, une équipe du KGB, avec des informations détaillées sur l'emplacement de la sépulture, exhuma 5 caisses en bois contenant ce qui restait des corps. Après les avoir incinérés et réduits en cendres, celles-ci furent dispersées dans la rivière Biederitz, un affluent de l'Elbe. Magda Goebbels, la mère qui choisit la mort. Il est préférable que mes enfants quittent ce monde, plutôt que d'affronter le déshonneur et l'humiliation. Il n'y a pas d'avenir pour eux dans l'Allemagne qui émergera après le conflit. Avec cette conviction, Magda Goebbels prépara ses 6 petits, 5 filles et un garçon pour ce qui allait suivre. Aux côtés de son mari, le ministre de la propagande du Reich, Joseph Goebbels, elle se trouvait réfugiée dans le bunker de Berlin, où Adolf Hitler était également présent. À l'intérieur de ce lieu, le couple demanda l'aide de Helmut Kunz, dentiste des SS, pour administrer aux enfants une substance qui les rendrait inconscients avant de procéder à l'étape suivante. Bien que la reconstruction exacte de ce qui s'est passé présente quelques incertitudes, le dénouement fut le même pour tous. Ensuite, Magda et son mari prirent une décision définitive. Son histoire a été rappelée au fil du temps comme celle d'une mère implacable, capable de sacrifier ses propres enfants, convaincue que c'était le mieux pour eux. Le 11 novembre 1901, naquit Johanna Maria Magdalena. Sa mère, Auguste Berend, travaillait comme employé de maison, et l'ingénieur Oskar Ritschel fut enregistré comme son père. Cependant, la relation entre eux prit fin en 1905 avec un divorce. 3 ans plus tard, la mère de Magda épousa Richard Friedlander, un riche commerçant de Berlin avec qui elle avait été en contact pendant des années. Une étude publiée en 2016 suggéra que ce dernier aurait été son véritable géniteur, ce qui impliquerait que l'épouse de Joseph Goebbels avait une ascendance juive. Pendant son enfance, Magda fréquenta un internat religieux en Belgique
où la discipline stricte marqua son caractère. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, son éducation se poursuivit à Berlin, où elle montra de l'intérêt pour la philosophie bouddhiste et défendit la non-violence. De retour après son séjour à l'internat, Magda rencontra Günther Kant, un entrepreneur millionnaire et veuf de 38 ans. Malgré la différence d'âge, l'attraction fut immédiate et le 4 janvier 1921, le couple se maria à Bad Godesberg. Cette même année naquit leur fils, Harald. Cependant, l'enthousiasme initial s'estompa rapidement. La jeune femme se sentit piégée dans un foyer aux valeurs traditionnelles et dans une relation monotone. Son mari, entièrement absorbé par son travail, se montrait distant. Au milieu de cette situation, Magda rencontra Chaim Vitali Arlozorov, un étudiant d'origine juive lié au sionisme, avec qui elle entama une romance. Ce lien fut son premier rapprochement avec ce mouvement. Lorsque Günther découvrit la relation, la fureur le poussa à prendre une décision radicale. En 1929, Magda fut expulsée de son foyer. Grâce à la généreuse pension que son ex-mari lui fournissait, Magda put s'établir avec son fils Harald dans une élégante résidence à Berlin. Cependant, sa vie prit un tour inattendu à l'été 1930. À cette époque, Joseph Goebbels, responsable de la propagande nazie, avait programmé un discours au Palais des Sports de la capitale allemande. Devenue déjà une figure influente au sein de la haute société berlinoise et en quête de nouvelles formes de divertissement, Magda décida d'assister sans imaginer que cet événement marquerait un avant et un après dans sa vie. Les paroles passionnées de Goebbels laissèrent une profonde impression sur elle. Une fois le meeting terminé, elle rejoignit le parti et, en peu de temps, réussit à devenir l'une des dirigeantes les plus remarquables de son district. Au début, Magda offrit son temps comme bénévole au siège du parti, jusqu'à ce qu'elle obtienne finalement le poste de secrétaire du second en commande dans la région. C'est durant cette période qu'elle fit personnellement connaissance avec Goebbels et commença à collaborer à l'organisation et à l'archivage de ses articles de presse. Bien que le ministre ne se distinguait pas par son apparence physique, étant de petite taille et traînant une jambe en marchant, Magda fut complètement captivée. L'attraction fut mutuelle. Goebbels, fasciné, écrivit dans son journal « Nous nous sommes fait une promesse solennelle. Lorsque nous obtiendrons la victoire, nous serons mari et femme. Je ne pourrais être plus heureux. » Le lien de Magda avec Goebbels était inébranlable. Mais lorsqu'elle rencontra Adolf Hitler, son admiration atteignit un autre niveau. La relation avec le leader nazi se renforça rapidement, lui permettant de faire partie de son cercle restreint d'amitié féminine. Lorsqu'elle épousa Goebbels le 19 décembre 1981, Hitler joua le rôle de parrain lors de la cérémonie. Après le mariage, le couple s'installa dans une résidence exclusive à Reichskanzlerplatz, un lieu qui devint avec le temps l'épicentre des réunions de la haute société berlinoise, ainsi qu'un point clé dans la structure du régime. Au cours des années suivantes, naquirent 6 enfants dont les noms commençaient par la lettre H, en l'honneur du leader du Troisième Reich, Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig et Heidrun. Magda reçut la croix d'honneur de la mère allemande, devenant le symbole de la maternité exemplaire au sein de la nation. Malgré sa position privilégiée, le couple ne fut pas exempt de problèmes. Lorsqu'il fut révélé que Goebbels entretenait une relation avec une actrice tchèque de 22 ans, Magda fut profondément affectée, bien qu'elle-même eût eu des rencontres extra-conjugales. Sa relation avec Hitler lui donnait la confiance nécessaire pour lui demander l'autorisation de se séparer de son mari. Cependant, la réponse du leader nazi fut catégorique, non. Un divorce aurait causé un scandale qui aurait affecté l'image du régime et mis en doute la réputation de Goebbels. La réponse la prit par surprise, lui faisant comprendre qui avait le contrôle absolu, non seulement du pays, mais aussi de sa propre vie. À partir de 1942, sa santé commença à se détériorer. Un trouble neurologique lui provoquait des spasmes intenses au visage, ce qui, ajouté à des problèmes cardiaques et à des épisodes de dépression, la laissa affaiblie tant physiquement que mentalement. Malgré son état, Magda resta attachée aux convictions du parti, sans s'opposer aux décisions qui conduiraient à la soi-disant solution finale. Sa loyauté envers le régime et ceux qui le dirigeaient ne vacilla jamais. Depuis son refuge à Berlin,
elle resta aux côtés de son mari et du cercle le plus proche du Führer jusqu'à la fin du conflit. Le 1er mai 1945, après avoir rejeté de multiples opportunités de s'échapper, son destin fut scellé dans les profondeurs de la chancellerie du Reich. Son corps fut retrouvé le lendemain par des soldats soviétiques, aux côtés de ceux de son mari et de ses enfants, dans le bunker où elle avait vécu ces derniers jours. Margaret Boden et Heinrich Himmler, entre la loyauté et la négation. Margaret Boden naquit à Gonkarzewo, près de Bromberg, lorsque cette région faisait partie de l'Empire allemand. Elle était la fille de Hans Boden, propriétaire terrien, et d'Elfriede Popp, son épouse. Elle grandit avec 3 sœurs, Elfriede, Lydia et Paula, ainsi qu'un frère. En 1909, elle entra à la ER Töchterschule, située à Bromberg. Pendant la Première Guerre mondiale, elle se forma comme infirmière et travailla dans cette profession. À la fin du conflit, elle continua son travail dans un hôpital géré par la Croix-Rouge allemande. Son premier mariage ne donna pas de descendance et se termina rapidement. Cependant, grâce à l'aide financière de son père, elle put s'établir à Berlin, où elle dirigea une clinique privée de soins infirmiers. En 1927, elle rencontra Heinrich Himmler alors qu'il effectuait une tournée de conférences. À partir de ce moment, ils entretinrent une correspondance. Dans l'une de ses lettres, Margaret l'appelait « Landsknecht au cœur dur », bien qu'elle fût impressionnée par sa manière d'écrire et la sincérité de ses sentiments. Blonde aux yeux clairs, Margaret correspondait à l'idéal féminin de Himmler. Bien qu'elle fût de 7 ans son aînée, il partageait un intérêt pour la médecine par les plantes et l'homéopathie. De plus, tous deux étaient méticuleux, organisés et menaient une vie austère. Dans ses lettres, Margaret faisait des commentaires sur ses associés à la clinique, comme dans une écrite le 22 juin 1928, où elle mentionnait avec dédain le médecin Bernhard Hauschild, copropriétaire du centre. En juillet 1928, Margaret et Heinrich se marièrent. Avant de franchir ce pas, Himmler hésita sur la manière d'informer sa famille, car elle n'était pas seulement plus âgée, mais aussi divorcée et protestante. Aucun membre de sa famille n'assista à la cérémonie, donc les parrains furent le père et le frère de la mariée. Avec le temps, les parents de Himmler finirent par accepter Margaret, bien qu'ils maintinrent toujours une certaine distance avec elle. Le 8 août 1929, naquit Gudrun, l'unique fille du couple. De plus, ils prirent en charge Gerhard von Hay, un enfant dont le père, membre des SS, était décédé avant la guerre. Margaret vendit sa part de la clinique et, avec l'argent obtenu, acheta un terrain à Waldrudering, près de Munich. Là, ils construisirent une maison préfabriquée. Comme Himmler passait beaucoup de temps à l'extérieur, son épouse se chargea d'administrer la propriété, notamment de la tentative, sans grand succès, d'élever du bétail pour sa vente. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir en janvier 1933, la famille déménagea d'abord à Mühlstrasse, à Munich. Ensuite, en 1934, ils acquirent une maison près du lac Tegern, où ils s'établirent. Plus tard, Himmler obtint une vaste résidence à Dahlem, un faubourg de Berlin, comme domicile officiel. À mesure que son mari se consacrait entièrement à ses fonctions, le contact entre eux devint de plus en plus rare. Gebhard, le frère aîné de Heinrich, décrivit Margaret comme une personne froide, aux nerfs fragiles, peu affectueuse et passant une grande partie de son temps à se plaindre. Néanmoins, malgré son caractère, elle remplit son rôle au foyer, montra de la loyauté et eut un fort attachement pour son mari. Depuis 1928, Margaret faisait partie du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, avec le numéro d'affiliation 97,252. La charge de travail croissante de Himmler généra des tensions dans la relation. Cependant, tous deux assistaient ensemble à des événements sociaux et rendaient fréquemment visite à la résidence de Reinhard Heydrich. Margaret organisait des réunions les mercredis où elle invitait les épouses de figures marquantes des SS à partager café et thé. Malgré sa position, elle ne réussit pas à se faire apprécier au sein du cercle de l'organisation. Baldur von Schirach,
ancien chef des jeunesses hitlériennes, mentionna dans ses mémoires que Himmler subissait constamment des pressions dans le cadre domestique et devait céder aux exigences de Margaret. Lors du congrès de Nuremberg de 1938, elle eut des disputes avec les épouses de hauts gradés des SS qui refusèrent de suivre ses directives. Selon Robert Gerwarth, biographe et historien, l'animosité entre Lina Heydrich et Margaret était réciproque. Des années plus tard, Lina fit des commentaires désobligeants dans une interview avec Der Spiegel, où elle la décrivit comme une personne sans sens de l'humour, à la pensée rigide et aux cheveux blonds. Elle mentionna également que Margaret avait une aversion pour les espaces ouverts. Hedwig Potast, qui commença à travailler comme secrétaire de Himmler en 1936, devint sa maîtresse en 1939. Par la suite, en 1941, elle quitta son poste. Avec Himmler, elle eut 2 enfants, Helge, né en 1942, et Nanette Dorothea, venue au monde en 1944 à Berchtesgaden. Margaret, qui vivait avec sa fille à Gmund am Tegernsee, en Bavière, apprit de la relation à un moment de 1941. À cette époque, la séparation entre eux était déjà un fait, et elle décida d'accepter la situation pour le bien-être de sa fille. Lorsque la Seconde Guerre mondiale débuta, Margaret collabora à l'administration d'un hôpital militaire lié à la Croix-Rouge allemande. En décembre 1939, elle prit en charge la supervision des hôpitaux de la Croix-Rouge dans le district militaire 3, correspondant à Berlin-Brandebourg. Dans ce rôle, elle dirigea des opérations dans des zones sous occupation de la Wehrmacht. En mars 1940, elle enregistra un voyage en Pologne, alors sous contrôle allemand. À la suite de cette visite, elle fut témoin de la situation dans la région. Dans ses écrits personnels de cette période, elle mentionna avoir parcouru Posen, Łódź et Varsovie. Elle décrivit la population juive et polonaise avec des termes désobligeants et qualifia les conditions sanitaires de chaotiques, soulignant la difficulté d'imposer l'ordre dans la région. Grâce à son travail, Margaret atteignit le grade de colonel au sein de la Croix-Rouge allemande. En février 1945, dans une lettre adressée à Gebhard Himmler, elle exprima son admiration pour les responsabilités assignées à son mari, soulignant l'importance de son rôle et assurant que toute l'Allemagne l'observait avec respect. La relation avec sa première fille, Gudrun, était proche. Elle l'appelait fréquemment et lui rendait visite dès qu'elle le pouvait. Margaret et Hedwig Potast restèrent fidèles à Himmler. En avril 1945, Margaret rencontra Himmler pour la dernière fois dans son foyer à Gmund, où elle passa du temps avec Gudrun. Avec l'avancée des forces alliées, Margaret et Gudrun quittèrent leur résidence à Gmund en 1945. En mai de cette année, après l'arrivée des troupes américaines à Bolzano, en Italie, toutes deux furent arrêtées et transférées dans divers camps d'internement en France, en Italie et en Allemagne. Pendant sa captivité, Margaret fut interrogée, bien qu'il fût déterminé qu'elle ignorait les informations sur les activités officielles de son mari. Ses réponses montraient une pensée limitée à son environnement immédiat, une perception qui se maintint tout au long de ses déclarations. En septembre 1945, elle fut soumise à un nouvel interrogatoire, cette fois dans le cadre des procès de Nuremberg. Margaret et sa fille furent envoyées au camp de Flak-Kaserne Ludwigsburg. En l'absence de charges contre elles, toutes deux furent libérées en novembre 1946. Par la suite, elles trouvèrent refuge à l'institution Bethel de Bielefeld. La direction de cette institution soutint leur séjour, bien que leur présence ne fût pas exempte de controverses. En juin 1947, le journal New York Tribune publia un article intitulé « La veuve de Heinrich Himmler vit comme une femme gentille », exposant la situation. En 1948, elle fut classée à Bielefeld dans la catégorie des contrevenants mineurs, catégorie 3, ce qui signifiait qu'elle devait se soumettre à un processus de dénazification. 2 ans plus tard, elle décida d'engager un avocat pour contester cette classification. Elle argua que son affiliation au Parti national-socialiste n'avait été que symbolique et que sa position à la Croix-Rouge était due à son expérience antérieure, puisqu'elle y avait travaillé depuis 1914.
Elle soutint également que, bien qu'elle eût été mariée au Reichsführer SS, elle n'avait jamais été au centre de la scène politique. Le comité de dénazification de Detmold analysa son cas et conclut qu'il était probable qu'elle eût soutenu les idées du Parti national-socialiste, ainsi que les décisions de son mari. Pendant l'appel, sa défense insista sur le fait qu'elle ne pouvait être tenue responsable des actions de Himmler. Elle soutint que la résolution prise se basait sur le principe de Sippenhaft, par lequel la responsabilité était attribuée en raison des liens familiaux. Finalement, le 19 mars 1951, elle fut reclassifiée comme Mitläufer, catégorie 4. Malgré le fait de ne pas être considérée coupable des crimes de son mari, le processus révéla que tant elle que sa fille avaient bénéficié de la position de Himmler. En raison de cela, le ministre-président de Bavière, Hans Ehard, initia un autre procès de dénazification dans la zone d'occupation britannique. Cette fois, le débat tourna autour de la propriété de la résidence que Margaret et Heinrich possédaient à Gmund. Le 15 janvier 1953, à Munich, l'audience finale conclut qu'elle avait bénéficié du régime, raison pour laquelle elle fut assignée à la catégorie 2, activiste, militant et bénéficiaire. En conséquence, elle se vit imposer 30 jours de travail forcé, ainsi que la perte de ses droits de pension et de vote. En 1952, Gudrun quitta Bethel. 3 ans plus tard, Margaret s'établit à Hypen, où elle partagea une résidence avec sa sœur Lydia et son fils adoptif Gérard. Ces dernières années, elle les passa à Munich avec Gudrun, qui, marquée par les expériences vécues, resta ferme dans la défense de la mémoire de son père. L'historien Peter Longerich souligna que Margaret ignorait probablement des informations sur des affaires confidentielles ou des projets dans lesquels Himmler était impliqué durant le régime. Dans ses déclarations postérieures, elle affirma ignorer les crimes commis par le national-socialisme, bien qu'elle maintint une posture conforme à son idéologie. Jürgen Matthäus la décrivit comme une personne aux convictions fermes au sein du mouvement, dont la position antisémite resta constante. Malgré ses tentatives de se dissocier du régime et de ses crimes, elle en bénéficia. Dans ces dernières années, Margaret vécut à Munich avec sa fille Gudrun. Elle resta éloignée de la vie publique et décéda en 1967 à l'âge de 72 ans. Emmy Göring, du théâtre à la cour du Troisième Reich. Emmy Johanna Henny Sonnemann vint au monde le 24 mars 1893 à Hambourg, en Allemagne. Élevée dans un environnement privilégié, elle eut accès à une formation culturelle et académique qui marqua plus tard son chemin dans le théâtre. Dès son plus jeune âge, elle ressentit une attirance pour l'art dramatique, faisant ses débuts sur la scène renommée du Théâtre national de Weimar, où son talent captiva le public. En 1916, à l'âge de 23 ans, elle épousa Karl Köstling, un acteur avec qui elle partageait sa vocation, bien que leurs différences personnelles et leurs objectifs professionnels les conduisirent à se séparer en 1926. À partir de ce moment, son destin prit un tour inattendu. Au début des années 30, alors que la situation politique en Allemagne devenait de plus en plus tendue, Emmy fit la connaissance de Hermann Göring, une figure déjà remarquée au sein du parti nazi. Leur relation commença lors de réunions sociales et devint plus intense avec le temps. Le 10 avril 1935, peu après le décès de Karin, sa première épouse, Emmy et Göring unirent leur vie lors d'une cérémonie fastueuse, avec Adolf Hitler comme témoin. À partir de ce moment, son existence changea radicalement. Elle passa des planches du théâtre à présider des réceptions somptueuses et des rencontres officielles. Elle devint l'hôtesse de banquets importants et l'accompagnatrice habituelle de son mari, chef suprême de la Luftwaffe. Entourée de luxe, elle jouissait de la vie que lui offrait son époux. En 1938, le 2 juin, naquit leur fille Eda, dont le nom, disait-on, rendait hommage à la descendance de Benito Mussolini, la transformant en un symbole du pouvoir de sa famille au sein du régime. Cependant, son rôle ne se limitait pas à l'image publique ni à l'opulence de son entourage. Avec la consolidation du pouvoir nazi, les conflits internes devinrent plus évidents. Emmy eut des affrontements constants avec Eva Braun, la femme la plus proche d'Hitler.
Tandis qu'Emmy se déplaçait avec une certaine assurance et un air de supériorité, ses interactions avec Eva étaient marquées par la tension et un échange constant d'ironie et de sarcasme. Ces rivalités affectèrent sa position dans certains cercles d'influence, la conduisant à être mise à l'écart de rencontres et d'événements clés, ce qu'elle ne laissa jamais passer inaperçu. Même, à plus d'une occasion, Hitler lui-même intervint pour tenter d'apaiser les tensions entre elles, servant de médiateur dans une tentative de calmer les esprits. La guerre apporta un tournant inattendu. Dans les dernières années du conflit, lorsque la victoire allemande devenait de plus en plus improbable, la relation entre Emmy et Hermann commença à se détériorer. Le 8 mai 1945, l'Allemagne accepta sa reddition sans condition. Emmy et sa fille Eda furent arrêtés par l'armée américaine et transférés au camp d'internement camp Ashkan, situé au Luxembourg. La sentence ne tarda pas à arriver. Un tribunal de dénazification lui imposa 1 an de réclusion, lui rappelant que son ancienne position ne signifiait plus rien. Après avoir recouvré la liberté, elle affronta de nouvelles difficultés. Près de 30% de ses biens furent confisqués, la laissant dans une situation qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'existence qu'elle connaissait avait disparu, et le monde du spectacle lui ferma ses portes. Il lui fut interdit de monter sur scène pendant une période de 5 ans, l'éloignant de la carrière qui, dans sa jeunesse, l'avait menée à la renommée. Malgré tout, elle tenta de refaire sa vie à Munich. Avec le temps, elle réussit à s'adapter à une routine plus simple, loin du faste qui l'entourait autrefois. En 1951, elle trouva un petit appartement et commença à reconstruire son quotidien. Au fil des ans, elle trouva refuge dans l'écriture. En 1967, elle publia son autobiographie « Andersheit Mennemann » où elle relata son expérience aux côtés de Hermann. Le livre, chargé de souvenirs et d'explications, tentait de redéfinir son rôle dans l'histoire, bien qu'il n'ait pas réussi à changer la perception publique de son passé. En 1972, l'ouvrage fut traduit en anglais sous le titre « My Life with Göring », permettant à son témoignage d'atteindre un public plus large. Emmy Göring décéda le 8 juin 1973 à Munich, à l'âge de 80 ans. Son état de santé s'était détérioré, tandis que son histoire continuait de susciter des réactions contrastées. Lors de ses funérailles, certains la voyaient comme la veuve d'un dirigeant du régime, tandis que d'autres la reconnaissaient comme quelqu'un ayant été témoin d'une époque marquée par le faste et la chute. Derrière le mur d'Auschwitz, l'histoire de Hedwig Höss. Le 3 mars 1908 naquit Hedwig Hensel. Dès son plus jeune âge, son chemin fut marqué par des décisions et des rencontres qui la conduiraient à un destin enveloppé d'ombre au sein de l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire. Elle épousa Rudolf Höss le 17 août 1929, peu après qu'il eut recouvré la liberté suite à une peine de prison. Höss avait été arrêté pour son implication dans un meurtre à motivation politique, ce qui ne semblait pas l'inquiéter. Son attention se concentrait davantage sur le maintien de la stabilité de son foyer que sur les faits entourant le passé de son mari. Le couple commença sa vie ensemble dans une ferme en Poméranie, où ils trouvèrent tranquillité et isolement. Cependant, cet environnement paisible ne dura pas longtemps, car la guerre et la politique les conduisirent bientôt à une existence entourée d'obscurité. Avec le temps, leur famille s'agrandit pour inclure 5 enfants: Klaus, Hans-Jürgen, Heidetraut, Inge-Brigitte et Annegret. La maison familiale résonnait de rires et de jeux enfantins, bien que ces mêmes rires résonnaient également avec les cris d'agonie provenant du camp de concentration d'Auschwitz, dirigé par son mari. Hedwig et ses enfants habitaient une résidence située à côté du camp, un lieu qu'elle décrivait comme un véritable paradis. Depuis les fenêtres de sa maison, les cheminées des crématoires restaient hors de vue. Un haut mur de béton, stratégiquement construit, empêchait toute vision de ce qui se passait de l'autre côté. Cette barrière ne protégeait pas seulement ses enfants, mais semblait également préserver sa propre perception de la réalité. Tandis que Rudolf supervisait les opérations dans le camp, elle organisait des réceptions et accueillait des figures de haut rang du régime,
comme Hans Frank et Adolf Eichmann. La différence entre les deux réalités était extrême. Tandis que des milliers de prisonniers perdèrent la vie, Hedwig servait le café sur la terrasse de son foyer, regardant ses enfants jouer sans souci. Avec le temps, la question se posa de savoir combien Hedwig savait réellement de ce qui se passait à Auschwitz. Certains soutiennent qu'elle choisit de ne pas voir la vérité, se maintenant dans l'ignorance par choix, pour préserver sa vie quotidienne. D'autres affirment que, bien qu'il lui fût impossible de ne pas remarquer ce qui se passait, elle choisit de détourner le regard, privilégiant le bien-être de ses enfants et son propre confort. Pendant des années, sa famille vécut avec des privilèges, séparée de la dévastation qui frappait l'Europe. Cependant, à mesure que la guerre touchait à sa fin et que l'effondrement du régime nazi devenait inévitable, son existence prit un tournant dramatique. Rudolf, se voyant cerné par l'avancée ennemie, abandonna son poste à Auschwitz et adopta une identité falsifiée pour éviter d'être capturé. Pendant ce temps, Hedwig fut arrêtée par le renseignement britannique en mars 1946. À ce moment-là, elle travaillait dans une usine de sucre à St. Michaelisdonn, tentant de dissimuler sa relation avec le commandant d'Auschwitz. Lors de son interrogatoire, Hedwig tenta de semer la confusion parmi ceux qui la retenaient, affirmant que son mari était décédé. Cependant, après plusieurs jours de pression, elle finit par avouer la cachette de Rudolf, facilitant sa capture. Le destin de Heuss fut rapidement scellé. En avril 1947, il fut ramené à Auschwitz, où il avait exercé en tant que commandant. En ce lieu, il fit face à la sentence qui le condamnait à la pendaison. Après l'exécution de son mari, Hedwig se retrouva veuve et son nom resta inévitablement lié au crime qu'il avait commis. Bien qu'elle n'ait jamais fait face à un procès pour crime de guerre, son passé l'accompagna jusqu'à la fin de ses jours. Avec la mort de Rudolf, elle chercha à s'établir loin de l'Allemagne, où son nom de famille était devenu une marque difficile à porter. Dans sa tentative de recommencer, elle quitta l'Europe derrière elle et s'installa aux États-Unis. Là-bas, elle mena une vie plus discrète, loin du regard public, aux côtés de certains de ses enfants, qui réussirent également à se distancier du passé. En septembre 1989, lors d'une visite à l'une de ses filles à Arlington, elle décéda à l'âge de 81 ans. Sa disparition se fit en silence, loin des événements qui avaient marqué une grande partie de son existence. Gerda Buck et Martin Bormann, un mariage forgé dans le régime. Gerda Buck vint au monde le 23 octobre 1909. Son père, Walter Buck, occupait un haut rang militaire et avait participé à la Première Guerre mondiale. Dès son plus jeune âge, l'idéologie nationale-socialiste influença son environnement. Elle grandit dans un foyer où ses croyances étaient fondamentales, ce qui modela sa perspective. Alors qu'elle était encore adolescente, elle croisa le chemin d'Adolf Hitler, qui devint rapidement une figure proche. Pour elle, il n'était pas seulement le leader du mouvement qui allait transformer l'Europe, mais aussi quelqu'un qu'elle appelait affectueusement « Oncle Adolphe ». Cette relation lui permit de se mouvoir parmi les élites nazies, un monde où le personnel et le politique étaient étroitement liés. Dans cet environnement, elle fit la connaissance de Martin Bormann, qu'elle finit par épouser. Ce fut son propre père qui favorisa ce lien, la présentant à Bormann alors qu'il n'avait pas encore acquis une grande notoriété. Par la suite, il gravit les échelons jusqu'à devenir le secrétaire personnel d'Hitler. Le 2 septembre 1929, Gerda et Martin se marièrent. À la cérémonie assistèrent Adolf Hitler et Rudolf Hess, qui jouèrent le rôle de témoins d'honneur. L'union symbolisait la connexion entre deux familles pleinement engagées dans le mouvement nazi. Au cours de leur mariage, la carrière de Martin avança rapidement au sein du parti. Tandis qu'il s'impliquait dans les rouages du pouvoir, elle restait dans un rôle plus discret, incarnant le modèle idéal de l'épouse sous le régime. La doctrine nazie promouvait l'idéal de la femme dédiée exclusivement à sa famille et à son mari. Et Gerda incarnait ce rôle sans poser de questions. Le mariage donna naissance à une nombreuse descendance, avec un total de 10 enfants. Cette progéniture reflétait l'adhésion des deux à la politique du régime, qui encourageait la natalité au sein de la population considérée aryenne. Bien que de l'extérieur leur vie sembla stable,
les dynamiques au sein du foyer étaient plus complexes. Pendant des années, Gerda dut tolérer les infidélités de Martin, une situation courante dans les cercles des hauts dirigeants nazis. Les relations extra-conjugales étaient fréquentes dans cet environnement, et elle accepta cette réalité sans opposition. Elle comprenait que son rôle était de soutenir son mari et de prendre soin de ses enfants, quelles que fussent les circonstances. Avec le déclin du régime nazi, son existence cessa d'être paisible. À mesure que les Alliés avançaient, l'incertitude s'empara de son quotidien. À Berchtesgaden, lorsque la défaite devint inévitable, elle reçut des instructions précises. On lui remit une arme et une pilule, avec l'ordre de se défendre jusqu'à la fin. On lui dit que, si la situation devenait insoutenable, elle devait prendre des mesures extrêmes. C'étaient les derniers moments du régime, lorsque la chute ne pouvait plus être évitée, et que les partisans les plus loyaux étaient poussés à des actes désespérés. Peu de temps après, la Gestapo la retint dans sa résidence dans une tentative désorganisée de capturer Hermann Göring. Malgré tout, Gerda ne put éviter que les troupes alliées la trouvent. Elle fut finalement arrêtée par des soldats américains après la chute de Berlin. Tout ce qui représentait son statut fut réduit en cendres. Ses possessions furent confisquées et détruites, un reflet clair de l'effondrement de la vie qu'elle avait connu. Après sa capture, elle fut transférée dans un camp de prisonniers, où elle resta 10 jours. Son séjour prit fin abruptement lorsqu'elle réussit à s'échapper avec l'aide d'un gardien. L'évasion ne fut pas aisée. Elle parcourut près de 1000 kilomètres en direction de son foyer, situé sur la côte baltique. Il lui fallut 7 semaines pour traverser un territoire dévasté par la guerre. Cependant, son destin était déjà scellé. Le conflit ne l'avait pas seulement épuisé psychologiquement, mais aussi physiquement. En 1946, les médecins lui diagnostiquèrent un cancer de l'utérus, une maladie qui progressa rapidement en raison d'un traitement au mercure qui se révéla létal. Le 23 avril de la même année, elle perdit la vie à Merano, en Italie, à l'âge de 36 ans seulement. Elle fut inhumée dans un cimetière militaire aux côtés de Horst Brügger, un soldat allemand avec qui elle n'avait aucun lien, mais dont les restes reposeraient à ses côtés. Cependant, sa tombe ne perdura pas. Peu de temps après, ses restes furent incinérés et ses cendres dispersées en mer. Lina Heydrich, veuve d'un criminel. Lina von Osten naquit le 14 juin 1911, à une époque marquée par de profonds changements en Allemagne. Sa famille appartenait à la petite aristocratie. Son père, enseignant dans une localité rurale, lui inculqua des principes qui, sans le savoir, seraient mis à l'épreuve par un monde en crise. Dès son plus jeune âge, elle montra de l'intérêt pour les affaires politiques, ce qui la conduisit à adhérer au parti nazi en 1929, une décision qui, dans ce contexte, représentait pour elle une opportunité d'ascension. En décembre 1930, elle fit la connaissance de Reinhard Heydrich, un officier naval qui incarnait l'ambition d'une Allemagne en transformation. Leur première rencontre eut lieu lors d'une réception organisée par un club d'aviron à Kiel, où de jeunes aspirants se reliaient dans un environnement d'attente. Leur relation avança rapidement. En moins de 2 semaines, ils annoncèrent leur fiançailles. Finalement, le 26 décembre 1981, ils unirent leur vie dans une église à Grossenbrod. Tout semblait bien se dérouler tandis qu'ils fondaient une famille et accueillaient leurs premiers enfants, Klaus, Heider et, plus tard, Silke. Cependant, la réalité était loin d'être idéale. À mesure que Reinhard gravissait les échelons au sein du parti, ses absences devinrent de plus en plus prolongées. Tandis qu'il consolidait son influence en tant que chef de l'office central de la sécurité du Reich, Lina restait à la maison, assumant seule l'éducation de ses enfants. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, sa vie se retrouva prise dans un filet où la politique et le conflit s'entremêlaient sans échappatoire. Bien que son mari jouît de pouvoir et de reconnaissance, la vie familiale était marquée par des tensions constantes. En juillet 1942, naquit leur fille Marthe. À cette époque, Reinhard, immergé dans ses responsabilités, passait de moins en moins de temps à la maison. Le 27 mai de la même année, un attentat à Prague mit fin à la carrière de Heydrich.
Sa mort eut un impact profond sur Lina, qui se retrouva soudainement face à un avenir incertain. Initialement, elle resta en Bohême avec ses enfants, mais l'avancée des troupes alliées l'obligea à se déplacer sur le territoire allemand. La guerre ne lui arracha pas seulement son mari, mais détruisit également sa vision de stabilité. Elle chercha refuge à Fehmarn, où elle avait passé son enfance. Cependant, loin de lui apporter de la tranquillité, le passé la poursuivait. Avec l'arrivée des troupes soviétiques, les autorités tchécoslovaques initièrent un processus contre elle en raison de ses liens avec le régime. Survivre à Fehmarn ne fut pas chose aisée. Ses tentatives de se distancier de l'ombre de son mari se transformèrent en une lutte constante. Dans les années qui suivirent la fin du conflit, Lina affronta un processus de dénazification. Le cours des événements changea lorsqu'elle fut libérée de toute accusation, lui permettant de recommencer. Cependant, le poids de son histoire ne disparut jamais complètement. Obtenir une pension de l'État allemand devint une bataille ardue. Initialement, sa demande fut rejetée en raison de sa relation avec Reinhard, ce qui généra controverse et rejet. Après des années d'insistance, en 1959, elle obtint le bénéfice économique, un soutien qui, bien que modeste par rapport à sa vie antérieure, lui procura une certaine stabilité. Un changement inattendu survint lorsqu'elle fit la connaissance de Mauno Manninen, un directeur de théâtre et peintre d'origine finlandaise, lors d'un voyage dans son pays. Bien que la relation pût sembler une tentative de laisser le passé derrière elle, leur mariage fut marqué par un mélange d'illusions et de désenchantement. Tous deux dirigèrent une auberge nommée Imbria Parva, un lieu où elle recevait des connaissances de son défunt mari, maintenant des liens avec ceux qui partagèrent son histoire. Un incendie survenu en février 1969 détruisit l'établissement, marquant un tournant dans sa vie. À partir de ce moment, elle décida de se retirer de la vie publique et de mener une existence plus discrète. Malgré cela, elle ne cessa jamais de tenter de changer l'image de Reinhard. En 1976, elle publia un livre intitulé « Leben mit einem Kriegsverbrecher », où elle exposa sa vision de son mari, un témoignage qui suscita des réactions partagées. Bien qu'elle vécût à l'écart de la société, elle resta en contact avec des historiens par correspondance, dans le but de corriger ce qu'elle considérait comme des inexactitudes concernant la figure de son mari. Pour ceux qui la connaissaient, il était évident la paradoxe de sa lutte, mais pour elle, il s'agissait d'une question de réhabilitation. Tandis que ses enfants grandissaient sous l'ombre d'un héritage complexe, Lina Heydrich décéda le 14 août 1985 sur l'île où elle avait passé une grande partie de sa vie. Brigitte Herbst, de la reine de Pologne à l'oubli. Le 29 décembre 1895 naquit à Eitorf, en Allemagne, Maria Brigitte Herbst. Elle passa son enfance dans un foyer modeste, où les difficultés économiques étaient une constante. Elle abandonna ses études tôt pour travailler comme sténodactylo et secrétaire dans diverses institutions, parmi lesquelles l'Université de Munich. Sans grandes aspirations, elle appréciait les petits moments de la vie, tandis que le monde autour d'elle changeait rapidement. En mai 1924, alors qu'elle travaillait au Parlement bavarois, elle fit la connaissance de Hans Frank, un étudiant en droit avec des ambitions politiques qui commençait à gagner de l'influence au sein du parti nazi. Il se présenta avec une attitude assurée qui capta l'attention de Brigitte. Ils se marièrent peu après, le 2 avril 1925. La relation contrastait en de nombreux aspects. Elle, avec son caractère pratique et froid, analysait chaque situation avec rationalité, tandis que lui se laissait guider par ses émotions. Les différences entre eux ne tardèrent pas à se manifester. Bien qu'elle n'ait jamais rejoint formellement le parti nazi ni montré d'intérêt pour ses principes, elle comprenait l'environnement de pouvoir dans lequel évoluait son mari. En privé, elle ne se privait pas de faire des commentaires sarcastiques sur Hitler et les excès du régime, mais cette attitude ne reflétait pas nécessairement une position de rejet. Lorsque Hans Frank obtint le poste de gouverneur général de Pologne en octobre 1939, son épouse devint connue dans certains cercles comme la reine de Pologne. Ils s'établirent au château de Wawel, à Cracovie, où ils jouirent d'une vie remplie de commodités. Là-bas, Brigitte semblait ignorer les tragédies qui se déroulaient autour d'elle.
Les objets de valeur qui arrivaient entre ses mains provenaient fréquemment des ghettos juifs, une réalité qui ne semblait pas l'affecter. La relation matrimoniale fut marquée par des hauts et des bas constants. L'arrivée de leurs 5 enfants, Sigrid en 1927, Norman en 1928, Brigitte en 1935, Michael en 1937 et Niklas en 1939, n'apporta pas de stabilité au foyer. Au lieu d'un espace d'harmonie, la maison devint un théâtre de confrontation. Son caractère dominant et le manque de fermeté de Hans provoquaient des frictions constantes entre eux. À mesure que la guerre avançait, la situation devint de plus en plus tendue. En 1942, lorsque son mari mentionna la possibilité de l'abandonner pour reprendre une ancienne relation avec Lily Gros, Brigitte fit tout son possible pour conserver sa position. Le statut que lui conférait être l'épouse du gouverneur général était trop important pour qu'elle le laisse disparaître. Vers la fin de 1944, elle et ses enfants quittèrent Cracovie dans l'incertitude, passant du luxe du château à l'angoisse de la fuite. Hans Frank quitta la ville le 17 janvier 1945, tandis que l'avancée soviétique devenait imminente. Sa capture par les forces américaines en mai de cette année marqua un tournant. Le procès de Nuremberg aboutit à sa condamnation et à son exécution ultérieure, en 1946. Pour Brigitte, cela signifia non seulement la perte de son mari, mais aussi le début d'une vie de rejet et de difficultés. Dans un environnement hostile, elle dut trouver un moyen de continuer. Les jours de privilèges étaient révolus. La pauvreté frappa durement sa famille, et l'intervention du cardinal Michael von Faulhaber lui offrit un répit temporaire. Malgré son passé, les difficultés économiques ne tardèrent pas à devenir insupportables, l'obligeant à chercher de l'aide. En mai 1945, un groupe de travailleurs forcés polonais fit irruption dans son foyer avec des intentions violentes. Cependant, en découvrant la présence de vin dans la maison, les assaillants décidèrent de partir sans causer de dommages. Des événements étranges comme celui-ci devinrent partie de son quotidien. Internée dans un camp à Augsbourg-Göggingen avec d'autres épouses de hauts dirigeants nazis, elle établit des liens avec des femmes ayant traversé des expériences similaires, comme Ilse Hess et Emmy Göring. Dans leurs conversations, le repentir n'était jamais mentionné, malgré les crimes commis par leur mari. Pendant la décennie des années 50, Brigitte lutta pour subsister. Finalement, elle trouva un moyen de gagner sa vie en administrant une maison d'hôtes avec peu de ressources, où la pénurie était une constante. Son existence se dissipa dans l'anonymat, tandis que le monde avançait sans regarder en arrière. Brigitte Herbst Frank décéda le 9 mars 1959 à Munich, à l'âge de 64 ans. Gertrude Scholz-Klink, la femme qui ne s'est jamais repentie. Gertrude Scholz-Klink vint au monde en février 1902, alors que l'Allemagne vacillait encore après la défaite de la Grande Guerre. Elle grandit dans un foyer modeste, où le sens du devoir et la discipline étaient des principes fondamentaux inculqués dès l'enfance. En 1929, tandis que les positions radicales se répandaient sur le territoire allemand, elle rejoignit le parti nazi. Malgré la vision traditionnelle du rôle féminin, sa détermination la conduisit à se distinguer au sein de l'organisation. L'ascension dans la structure politique fut rapide et en 1933, elle devint la tête de la Ligue nationale socialiste des femmes. Depuis ce poste, elle promut le modèle féminin basé sur la maternité, la foi et la vie domestique. Le régime encourageait l'idée que la tâche essentielle d'une femme était de donner des enfants au Reich, d'être dévote et de s'occuper du foyer. Les lois mises en place modifièrent le destin de nombreuses femmes. Certaines furent contraintes d'abandonner leur profession en médecine et en droit pour se consacrer à la famille. Pour elles, ce retour au domaine domestique représentait une victoire idéologique. Lorsque la guerre éclata en 1939, des contradictions commencèrent à émerger au sein des normes qu'elle avait défendues. La nécessité croissante de travailleurs força le retour des femmes dans les usines et les champs, défiant les idéaux qu'elle avait promus. Malgré l'épreuve, elle resta ferme dans sa position. En décembre 1940, elle unit sa vie à August Heissmeyer, un haut dirigeant des SS.
Ensemble, ils totalisaient 10 enfants issus de mariages antérieurs. Leur foyer fut utilisé comme exemple de propagande de l'idéal familial nazi. La guerre avançait et les difficultés s'intensifiaient. En mai 1945, lorsque les troupes alliées encerclèrent Berlin, le monde qu'elle avait connu commença à s'effondrer. La défaite devenait inévitable et le danger augmentait. La capture par les soviétiques la conduisit à l'internement dans un camp de prisonniers. Cependant, elle réussit à s'échapper et chercha refuge à Bebenhausen, où la noblesse locale lui offrit un abri. Cachés sous de fausses identités, ils passèrent 3 ans à tenter d'éviter d'être découverts. Finalement, en février 1948, son sort changea. Elle fut arrêtée et jugée pour falsification de documents, recevant une condamnation de 18 mois. Par la suite, un tribunal de dénazification prolongea la peine, atteignant 30 mois d'emprisonnement et des restrictions politiques. Lorsqu'elle fut libérée en 1953, sa vie prit un tour plus discret. Elle s'établit à Bebenhausen et évita la vie publique, bien qu'elle n'abandonna jamais les idées qui l'avaient définie. En 1978, elle publia un livre dans lequel elle défendait sa vision du rôle de la femme au sein du régime, réaffirmant les principes qu'elle avait soutenus des décennies auparavant. Au cours des années 80, elle participa à des interviews où elle tenta de justifier le rôle féminin à cette époque. Le 24 mars 1999, sa vie prit fin. Le destin des épouses des dirigeants nazis fut inévitablement lié à l'effondrement du Troisième Reich. Certaines, comme Eva Braun et Magda Goebbels, choisirent de partager la fin tragique de leur mari. D'autres, comme Gerda Bormann et Lina Heydrich, tentèrent de survivre dans un monde qui ne leur appartenait plus, s'accrochant à la mémoire de leurs époux. Quelques-unes, comme Gertrude Scholz-Klink, ne renièrent jamais leurs idéaux et jusqu'au dernier jour défendirent le régime qu'elles avaient autrefois considéré comme leur seule vérité. Au-delà de la propagande qui présentait ces femmes comme des épouses dévouées et des mères exemplaires, la réalité montre un tableau plus complexe. Certaines furent des bénéficiaires directs du système, vivant dans le luxe tandis que des millions souffraient. D'autres affirmèrent ignorer les atrocités commises, bien que leur opulence fût teintée du sang des victimes. La fin de la guerre ne signifia pas seulement la chute des hommes qui dirigeaient le nazisme, mais aussi l'effondrement des structures qui maintenaient ces femmes sur un piédestal. La dénazification et les procès publics tentèrent de les responsabiliser, mais la plupart évitèrent des sanctions sévères. Cependant, le jugement de l'histoire est implacable.